Depuis que le monde est monde, l'homme s'est toujours montré très violent. Il a toujours tué et massacré. Mais s'il y a bien un crime écœurant qui fait se demander comment certaines personnes peuvent être aussi tordues, c'est bien le meurtre d'un enfant. Le meurtre de son enfant. Erika Green est née le 15 mai 1997 à McLeod, une petite bourgade de l'Oklahoma comptant approximativement 4000 habitants. Erika était la plus jeune d'une famille composée de 5 enfants. Son père Larry Green était séparé de sa mère Michelle Johnson. Les deux étaient défavorablement connus des services de police. Larry Green, le père d'Erika, avait quitté le foyer peu après sa naissance. Il n'avait jamais demandé la garde de ses enfants et, étant sans emploi, ne pouvait pas payer la pension alimentaire. Quoi qu'il en soit, peu après l'arrivée au monde de la petite Erika, sa mère Michelle fut condamnée à être incarcérée au centre correctionnel Mabel Bassett, où les détenus ne pouvaient pas élever leur nouveau-né. Michelle se devait de trouver une personne digne de confiance pour élever sa fille en son absence. C'est ainsi qu'elle confia Erika à une certaine Betty Brown, une excellente amie de sa grand-mère. Erika vécut donc les premières années de sa vie dans un environnement sain et sécurisé. Elle fut décrite par Betty comme étant une des enfants les plus autonomes et matures qu'elle ait jamais rencontrés. Michelle, après être sortie de prison, a fait la connaissance d'un certain Harrell Johnson, un délinquant notoire. Pendant un peu plus de 6 mois, elle le suivit et ils vivèrent tous les deux à Kansas City, dans le Missouri. Puis Michelle décida qu'elle souhaitait récupérer sa fille. C'est ainsi que le 4 avril 2001, elle se présenta au domicile de Betty et lui expliqua qu'elle souhaitait récupérer Erika pour la conduire à une réunion de famille. N'ayant aucun droit juridique sur la garde de l'enfant depuis que sa mère était sortie de prison, Betty coopéra et laissa Erika repartir avec Michelle. Après cette journée, Betty ne revit jamais plus la petite Erika. Michelle ramena Erika dans le Missouri puis s'installa avec Harrell Johnson chez une cousine de ce dernier. Au départ, elle souhaitait trouver un travail et élever Erika du mieux qu'elle le pouvait. Cependant, rapidement, Michelle recommença à se droguer et finit au final par s'impliquer dans des activités liées à la drogue pour subvenir à ses besoins. En fin d'après-midi, ce 28 avril 2001, la police reçoit le coup de téléphone d'une personne qui s'inquiète de ne pouvoir joindre un ami à lui. Il explique ainsi que son ami n'est plus tout jeune, qu'il vit seul, qu'il est en mauvaise santé, qu'il souhaite le contacter mais qu'il n'y arrive pas. Alors il se demande ce qui a pu lui arriver et il souhaiterait qu'on aille vivement s'assurer que tout aille bien pour lui. 2 agents sont alors dépêchés sur place afin d'inspecter les lieux et pourquoi pas retrouver le vieux monsieur. À l'adresse indiquée, malgré les coups de sonnette répétés, personne ne vient ouvrir. Les 2 agents s'aperçoivent que non loin de la maison, il y a un bois avec des sentiers. Ils pensent que peut-être le septuagénaire est parti marcher, alors ils décident d'en avoir le cœur net et ils pénètrent dans le bois à la recherche du présumé disparu. Et après seulement quelques pas dans la végétation, à l'entrée du sentier, derrière un buisson, l'un des agents tombe sur le corps d'une jeune enfant, nue et décapitée, en état de décomposition avancée. Un quart d'heure après, les lieux grouillent de policiers. On cherche tous les indices possibles, toutes les preuves tangibles. Seulement, on ne trouve pas grand-chose. Seulement, le 3e jour de recherche, on trouve la tête de l'enfant dans un sac en plastique à une centaine de mètres de la découverte du corps, dans une benne à ordures. La victime a été identifiée comme étant une jeune fille dont l'âge selon les estimations se situerait entre 3 et 6 ans. La nature choquante de ce crime, combinée au fait que personne ne l'a cherché
ni ne la réclamer, attira l'attention des médias et de l'opinion publique. La petite fille fut surnommée Precious Doe, ce qui veut dire en français littéralement la précieuse inconnue. Cette histoire dramatique touchait les gens et énormément de citoyens ont essayé de médiatiser cette affaire afin de pouvoir identifier cette petite fille. Lors de son enterrement, des centaines de personnes étaient là pour lui rendre un dernier hommage. On a même organisé une collecte de fonds afin de subventionner un mémorial à sa mémoire. L'enquête était difficile et sans aucun indice ni aucun témoin, la police était dans une impasse. En 2003, afin d'enfin trouver l'identité de la précieuse inconnue, on exhuma les restes de la dépouille afin de créer une reconstitution faciale de la fillette. Son portrait fut ainsi largement diffusé dans la presse et également dans les émissions telles que America's Most Wanted ou bien encore Cold Case Files. Cependant, malgré tous les efforts déployés durant 3 ans, aucune avancée substantielle ne fut réalisée dans cette affaire. Durant ces années écoulées, comme toute affaire criminelle médiatisée, des personnes se sont intéressées et impliquées dans la recherche de la vérité. Alonzo Washington était une de ces personnes. Elle collecta une cagnotte de près de 33 000 $ destinée à toute personne détenant des informations pouvant mener à ou aux auteurs des faits. Cette récompense était relayée par les médias locaux régulièrement, et de façon plus prononcée à la date anniversaire de la découverte du corps. C'est ainsi que, grâce à une de ces annonces, l'affaire connut sa réelle première avancée. Ce 30 avril 2005, Thurmond McIntosh se leva et, comme à son habitude, comme tous les matins, il fit son café et prit son journal. À la lecture de celui-ci, en première page, un encart évoquant la récompense pour l'affaire de la petite Precious Doe. Il avait vu régulièrement au fil des mois des avis de recherche, ça et là, et également dans son journal quotidien. Mais cette fois, son sang ne fit qu'un tour, et il fut bien décidé à ne pas chasser l'horrible idée qu'il avait en tête au fond de lui depuis 3 ans. Alors, cette fois-ci, il se décida à appeler la police. Thurmond McIntosh Harrell n'était autre que le grand-père de Harrell Johnson, et selon lui, ce dernier et sa femme Michelle, l'un de leurs enfants, et la petite Erika avaient séjourné au printemps 2021 à Kansas City. Cependant, il explique qu'il savait que son petit-fils était un criminel drogué et que sa femme ne valait pas mieux que lui. Et que lorsqu'il les a revus plus tard dans l'année, cette fois-ci, il n'était plus avec la petite Erika. Il posa la question à Michelle « Mais où est donc Erika ?» Cette dernière répondit qu'elle avait confié la fillette à une personne digne de confiance car elle avait du mal à l'assumer. Et c'est depuis ce jour que Thurmond soupçonne que la petite pourrait être Precious Doe. Rapidement, l'information est transmise à toute l'équipe chargée d'enquêter sur ce dossier qui, tant par sa médiatisation que par son horreur, était resté bien ouvert. Le 4 mai 2005, Thurmond Harrell est interrogé à la brigade criminelle de Kansas City. Il réitère alors son témoignage et ses soupçons envers son petit-fils, Harrell Johnson. Il fournit également aux enquêteurs des cheveux de Michelle Johnson, la mère d'Erika. Très rapidement, l'analyse ADN confirma les doutes de Thurmond. Le même jour, les Johnson furent donc arrêtés, mis en garde à vue, et rapidement, l'horrible vérité sur l'affaire serait révélée. Le 5 mai 2005, il a été révélé au grand public et à la presse le nom de Precious Doe, Erika Green. Pour respect pour le reste de la famille qu'elle avait, les circonstances de sa mort n'ont pas été tout de suite dévoilées. Il fallut attendre le procès en octobre 2010 pour apprendre ce qu'il s'était réellement passé. À ce stade, je conseillerais aux plus sensibles d'entre vous d'arrêter le visionnage de la vidéo car les actes commis peuvent être de nature à vous choquer. J'invite également tous les adolescents de moins de 16 ans à stopper immédiatement cette histoire.
Ok, reprenons. Si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez savoir l'horrible vérité. Commençons par la chronologie des faits qui ont conduit à la mort d'Erika cette soirée fatidique. Ces faits sont pathétiques et inqualifiables. Ce soir-là, Michel demanda à Erika d'aller se coucher. Rien d'extraordinaire comme tous les parents peuvent demander à leurs enfants d'aller se coucher. Elle partit prendre une douche et une fois ressortie, elle alla se changer dans sa chambre. À ce moment-là, Erika apparut dans l'embrasure de la porte, puis entra dans la pièce. Sa mère s'assit sur son lit et se mit face à Erika, et elle lui demanda d'aller au lit, de retourner se coucher. Et c'est à ce moment-là que Harel Johnson arriva, entra dans la chambre, se plaça derrière la fillette et lui asséna un énorme coup de pied en pleine tête. Erika, sous la violence du coup, perdit immédiatement connaissance et la seule chose que fit sa mère, c'est la porter aux toilettes pour lui passer de l'eau froide sur le visage. La petite étant inconsciente et ne réagissant pas, Harel et Michel comprirent rapidement que c'était grave. Mais plutôt que d'appeler le 911, ils n'ont rien fait, ayant peur que des mandats d'arrêt non exécutés établis à leur encontre alertent les autorités. Sans compter les conséquences d'un possible meurtre sur une enfant de 3 ans. Selon le témoignage de Michel, Erika est restée inconsciente et est décédée au bout de 8 heures. Et là, nous sommes dans l'horreur, mais nous allons passer dans l'indicible. Afin de se débarrasser du corps, Harel Johnson a transporté la petite Erika dans les bois de la 59e rue et de Kensington. Il l'a à moitié dénudée, sans doute pour faire croire à un crime de nature sexuelle. Puis il a utilisé un taille-haie afin de décapiter Erika. Après cela, il cacha grossièrement le corps incomplet sous des branchages et quelques herbes hautes. Il emporta la tête qu'il mit dans un sac poubelle, puis jeta le sac dans une benne à ordures non loin du petit bois. L'autopsie d'Erika révéla et conclut à une mort de type traumatisme crânien suivie d'une hémorragie interne. Le 2 septembre 2010, il ne fallut au juré que 2 heures pour que Harel Johnson soit reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris celui de meurtre au premier degré porté contre lui. Il fut condamné à 3 peines consécutives de prison à vie. Michel, elle, a été condamnée à 25 ans de prison, évitant une peine à perpétuité, grâce à un accord de plaidoyer qu'il a vu témoigner contre son mari. C'était la triste histoire d'Erika Green. À bientôt pour de nouvelles tristes histoires. Et surtout, faites attention à vous.